Bonjour, je suis Kaline. Ma famille m'appelait la laisser pour compte. Au dîner, ils riaient quand je commandais de l'eau et que je prenais le bus pour rentrer. Ma sœur souriait d'un air narquois. Toujours pas les moyens de t'acheter une voiture? Mais hier soir, son rire s'est éteint au moment où elle a vu la bague à mon doigt. Maman s'est figée. Papa a pâli. Et ma sœur? Sa bouche est restée ouverte longtemps après que j'ai dit « Oh, ça ?» Juste quelque chose que j'ai trouvé un jour sans histoire. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais su. Le silence qu'ils prenaient pour de la faiblesse était là où j'ai planté ma vengeance. Voulez-vous savoir jusqu'où vont les racines? Avant que nous commencions, à quelle heure écoutez-vous et d'où venez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous, un par un. Le soleil avait presque disparu derrière les palmiers quand j'ai tourné dans mon ancienne rue à Pasadena. Je n'avais pas vu cette maison depuis des années, mais la courbe de la route a tout de même remué en moi quelque chose de familier et de froid. Des voitures étaient garées des deux côtés, comme si c'était le brunch du dimanche au country club. J'ai dû me garer 2 rues plus loin, juste à côté des poubelles débordantes de quelqu'un. Cela semblait tout à fait approprié. Alors que je marchais vers la maison, j'ai ralenti mes pas, non par hésitation, mais par préservation, le genre de préservation que l'on apprend après des années à se faire sentir que l'on prend trop de place. Les lumières du porche étaient déjà allumées. La même balancelle, les mêmes volets noirs, le même paillasson avec la phrase brodée « Famille Langlais » bâtie sur la grasse. Je l'ai fixé un long moment, puis je suis passé par-dessus sans essuyer mes bottes. À l'intérieur, l'odeur de cire au citron se mélangeait à celle de la dinde rôtie. Le couloir résonnait de voix, de rires, du cliquetis de l'argenterie et de quelque chose qui bouillonnait sur la cuisinière. J'ai déboutonné mon manteau, ayant soudain trop chaud. Personne n'est venu m'accueillir. J'ai tourné à l'angle pour entrer dans la salle à manger. Toutes les chaises étaient occupées, sauf, bien sûr, celle tout au bout de la table, repoussée en arrière comme une pensée après coup. Ma sœur, Isolda, a levé les yeux, son regard dérivant lentement de mes chaussures à mes cheveux. « Tu prends toujours le bus, Kaline ?» Sa voix était douce, mais chaque syllabe coupée comme du vieux verre. Papa n'a même pas levé les yeux de son assiette, il a juste grogné. Maman s'est légèrement tournée et a pincé les lèvres en une ligne fine et serrée, comme si elle venait de sentir une odeur désagréable. Je me suis avancé vers la chaise vide. Personne n'a bougé. Je l'ai tirée moi-même, je me suis assise sans un mot et j'ai plié la serviette sur mes genoux. Le crissement de ma chaise contre le plancher de bois a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Quelques têtes se sont tournées, mais personne ne m'a adressé la parole directement. Isolda a levé un verre de vin rouge. À la famille, a-t-elle souri. Même à ceux qui débarquent comme des fantômes. Personne n'a ri, mais personne ne l'a arrêté non plus. Les yeux de maman se sont posés sur mon manteau. « Tu portes toujours ça ?» a-t-elle demandé. « C'est du cachemire », ai-je dit. Sa bouche a eu un tic. « Vintage ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris ma fourchette et me suis concentré sur les patates douces. Je n'étais pas venu ici pour me battre. Pas encore. La conversation a repris, mais jamais dans ma direction. Isolda s'est lancée dans une longue description de sa nouvelle agence immobilière à Beverly Hills. Quelque chose à propos de clients célèbres et d'une potentielle émission de télévision. Papa hochait la tête en signe d'approbation. Maman est intervenue pour parler de la vente aux enchères caritatives de la semaine dernière à l'église. Nous avons récolté plus de 30 000 $, a-t-elle dit fièrement, tout ira à la restauration des vitraux. Quelqu'un a complimenté la dinde. Quelqu'un d'autre a ri à propos des histoires de clubs de tennis. Je mangeais en silence, consciente des regards occasionnels jetés dans ma direction, comme si j'étais quelque chose qu'ils avaient essayé de nettoyer mais dont ils n'arrivaient pas tout à fait à se débarrasser. Et puis la question est venue. « Alors, Kaline, a dit maman, son ton faussement léger. Comment ça va? Toujours sur ce projet? » Avant que je puisse répondre, Isolda s'est penchée en avant. « Où est-ce que la ville t'a finalement expulsé de ton appartement boîte à chaussures? » J'ai posé ma fourchette délicatement. Le silence s'est enroulé autour de la table comme un brouillard. J'ai attrapé mon verre d'eau. Ce faisant, ma manche a glissé juste assez pour révéler l'éclat d'une bague en diamant. Pas n'importe quelle bague, une taille rare, reconnaissable entre toutes. Édition limitée, tranquillement puissante. Les yeux de maman se sont écarquillés. Papa a cligné des yeux fortement, sa mâchoire se tendant.
Est-ce que c'est, commença maman, la voix étranglée. J'ai baissé les yeux, tournant lentement la bague avec mon pouce. Oh, ça, ai-je dit. Juste quelque chose que j'ai trouvé un mardi sans histoire. Personne ne parlait. Le cliquetis de l'argenterie avait cessé. La chaleur de la salle à manger semblait monter et se poser sur ma peau. Je les ai regardés chacun leur tour lentement à maman, papa, Isolda et je l'ai vu clairement. La question qui fleurissait dans leurs yeux, pressée contre leurs dents, mais pas encore prononcée. Comment? Mais je n'allais pas expliquer. Pas ce soir. Je n'étais pas là pour me vanter. J'ai siroté mon eau. Puis j'ai souri. Mais je ne suis pas ici pour parler de bijoux, ai-je dit doucement. Je suis ici pour elle. Je n'ai pas attendu leurs questions. Je me suis levé lentement, laissant les pieds de ma chaise racler légèrement le sol. Ma voix était stable. Je ne suis pas ici pour parler de bijoux. Je suis ici pour elle. Le silence s'est fait dans la pièce, un malaise qui se glissait sous la peau comme un courant d'air provenant d'une fenêtre fissurée. J'ai tourné mon regard vers le fond de la table. Cette chaise. Elle se tenait là, intacte, comme toujours. Pas de coussin, pas de couvert, pas d'assiette, juste le cadre en chêne, légèrement usé aux accoudoirs par des années de tapotement de ses aiguilles à tricoter pendant qu'elle travaillait. Je me souvenais lui en avoir brossé les miettes quand j'étais adolescente. Elle souriait toujours, m'appelait son faucon silencieux, vigilante, féroce et jamais bruyante. Mais ce soir, il n'y avait rien, même pas une reconnaissance. J'ai demandé, sans accuser, juste d'une voix basse et honnête, personne n'a mis le couvert pour elle? Un cliquetis de fourchette sur de la porcelaine. Maman ne m'a pas regardé en répondant. Elle ne reviendra pas, Caline. Non, ai-je répondu, hochant la tête une fois. Moi non plus. Pas si c'est ainsi que vous choisissez de vous souvenir d'elle. Quelques secondes passèrent. Personne ne dit un mot. Je me suis retourné vers mon assiette, mais je ne pouvais plus manger. J'ai fixé la purée de pommes de terre comme si elle contenait une réponse que je n'étais pas prête à voir. Mon cœur battait la chamade, silencieux mais implacable. Il ne s'était jamais agi de la nourriture. Il s'agissait d'elle. Toujours. J'ai cligné des yeux. Et juste comme ça, j'étais de retour là-bas, debout dans la vieille cuisine avec son ampoule vacillante et sa petite silhouette voûtée à la table, son châle de laine serré autour de ses épaules. Elle avait été trop faible pour tenir une cuillère ce soir-là, alors je me suis assise à côté d'elle et je lui ai donné la soupe chaude que j'avais préparée après mon double service au restaurant. Mes mains avaient tremblé d'épuisement, mais je les avais stabilisées. Elle m'avait regardé, les yeux troubles mais clairs dans leur affection. Un jour, avait-elle chuchoté, c'est toi qu'ils attendront. J'avais ri alors, fatiguée, incertaine. Moi. Tu donnes plus qu'aucun d'entre eux ne l'admettra jamais, avait-elle dit, respirant lentement. Mais tu verras. Ils apprendront. Je ne l'avais pas cru. Pas vraiment. Mais maintenant, en regardant cette chaise vide, sa chaise, je n'en étais plus si sûr. Un son sec m'a ramené à la réalité. Isolda s'est levée pour verser plus de vin, me frôlant avec un sourire narquois. Je l'ai vu jeter un coup d'œil vers le couloir où les photos de famille étaient autrefois accrochées. J'ai suivi son regard. Quelque chose n'allait pas. Je me suis excusé et j'ai marché tranquillement vers le couloir. Au moment où je l'ai atteint, mon souffle s'est coupé. Les photos, des dizaines d'entre elles qui tapissaient autrefois le mur, étaient différentes maintenant. La photo encadrée de grand-mère au centre, son jeune sourire dans une roseraie avait disparu. À sa place se trouvait une publicité sur papier glacé pour l'agence immobilière d'Isolda. Les trophées de golf de papa s'alignaient sur le buffet où reposait autrefois la broderie de grand-mère. Chaque trace d'elle était remplacée par la réussite, la surface. Rien de doux, rien de réel. J'ai tendu la main, mes doigts effleurant le cadre froid de la plaque promotionnelle d'Isolda. Ma voix s'est faite plus basse, assez silencieuse pour ne pas secouer la pièce mais assez forte pour faire trembler le sol. Elle a construit cette maison de ses mains. Isolda n'a pas manqué un battement. Et tu l'as gâchée avec tes larmes. Je me suis retourné lentement, j'ai croisé son regard. Non, ai-je dit. J'ai simplement refusé de la vendre pour le statut. Cela a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Son visage n'a pas beaucoup bougé, mais quelque chose a vacillé derrière ses cils. Elle s'est détournée. Le dîner s'est terminé dans un silence inconfortable après cela.
Le genre qui bourdonne dans les os. J'ai aidé à débarrasser les assiettes, mais personne ne m'a remercié. Cette partie n'a jamais changé. Plus tard, alors que je rinçais la vaisselle dans la cuisine, maman m'a coincé. Elle se tenait à côté du réfrigérateur comme elle le faisait quand j'étais enfant et qu'elle devait me faire une réprimande discrète. Mais cette fois, son ton n'était pas doux. Tu es revenu pour son argent, n'est-ce pas? Je me suis essuyé les mains avec une serviette avant de me retourner. Non. Je suis revenu pour voir en quoi elle avait raison. Ses sourcils se sont froncés. De quoi parles-tu? Je me suis approché. Elle m'a laissé plus que des souvenirs. Et ton visage me dit que tu le sais déjà. Pour la première fois de la soirée, maman a semblé déstabilisée. Sa main s'est agrippée au comptoir derrière elle. Subtil mais ferme. Tu ne sais pas ce que tu dis, a-t-elle marmonné. Mais je le savais, et elle le savait. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti de la cuisine et je suis retourné dans le couloir, j'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti le châle, le même que grand-mère Lisa portait chaque hiver. Lavande pâle avec de minuscules perles qu'elle avait cousues au fil des ans. Elle disait que c'était son armure pour les pièces froides. Je suis retourné dans la salle à manger et les drapé sur le dossier de sa chaise vide, lentement, avec soin. Personne n'a dit un mot. Ni papa, ni Isolda. Pas même maman, qui m'avait suivi à mi-chemin avant de s'arrêter dans l'embrasure de la porte. Je n'avais pas besoin de rester une minute de plus. Je me suis retourné, j'ai descendu le couloir et j'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre d'amis. Mes talons résonnaient sur le sol. Un son pour chaque année où j'étais restée silencieuse. Mais ce soir, il m'avait enfin entendu. Ces drôles comme ceux qu'on appelle ingrats sont généralement ceux qui ont le plus donné. Après le silence dans la salle à manger, j'ai monté les escaliers lentement. Mes pas ne faisaient presque aucun bruit sur le vieux tapis. Je me suis arrêté au bout du couloir où se trouvait mon ancienne chambre. La porte était entr'ouverte. Je n'avais pas vu cette pièce depuis des années, pas depuis que j'avais fait mes valises et était parti après le décès de grand-mère. À l'époque, je pensais être parti pour une semaine, un mois tout au plus. Mais le temps a une drôle de façon de vous chasser des endroits qui ne veulent plus de vous. Le petit panneau en bois avec mon nom avait disparu. À sa place se trouvait une étiquette collée qui disait « Extra ». Je suis entré. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans les côtes. La pièce ne m'avait pas seulement oublié, elle n'avait jamais voulu se souvenir. Mon ancien lit avait disparu, remplacé par un lit de camp plié appuyé contre le mur. Des piles de boîtes encombraient le sol, de vieilles lampes, des couronnes de Noël poussiéreuses, des cadres photos cassés avec encore des images d'illustration à l'intérieur. Mes dessins d'enfance, autrefois scotchés au-dessus du bureau avec des autocollants arc-en-ciel, avaient été recouverts d'un beige fade qui criait la revente neutre. Un miroir brisé reposait dans un coin. Mon reflet ressemblait à celui de quelqu'un qui s'était égaré dans la vie d'un étranger. Je rêvais dans cette pièce de voyage, d'école d'art, peut-être même d'ouvrir une librairie un jour. Tout ce qui restait maintenant était la faible empreinte sur le tapis où mon lit avait été, une trace fantomatique. Je me suis assise sur le bord d'un vieux pouf, passant la main sur une lampe poussiéreuse. Le silence s'est installé autour de moi, familier d'une manière qui me serrait encore la gorge. Puis j'ai entendu sa voix derrière moi. Tiens, la martyre est de retour. Isolda se tenait dans l'embrasure de la porte, faisant tourner le vin dans un verre en cristal comme si elle était la propriétaire des lieux, ce qui, pour être juste, était probablement ce qu'elle pensait être. Tu as toujours voulu de l'attention, a-t-elle dit, entrant sans y être invitée. Je n'ai pas bougé. Non, je voulais être vue. Ce n'est pas la même chose. Elle a ri, un rire sec et tranchant. Tu penses que tu étais une sorte de sainte, à donner la soupe à grand-mère, à lui faire la lecture comme si tu étais sa seule petite fille. Je me suis tourné pour lui faire face. Elle était mourante. J'ai fait ce que j'espérais que quelqu'un ferait pour moi si je finissais un jour comme ça. Isolda a levé les yeux au ciel. Elle allait tout nous laisser jusqu'à ce que tu la montes contre nous. Je me suis alors levé, lentement, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'en avais assez de sa version de la vérité. Je ne l'ai pas montée contre vous, ai-je dit. Vous vous êtes tous effacés vous-même. Elle s'est figée. Quelque chose a changé dans son expression. Pas tout à fait de la peur, mais un tremblement dans la certitude qu'elle portait toujours comme un manteau de créateur. Qu'est-ce qu'elle t'a laissé, a-t-elle demandé, la voix plus basse. Je n'ai pas répondu.
Au lieu de cela, j'ai sorti mon portefeuille de mon manteau et j'en ai tiré une clé. Une longue clé ancienne, un passe-partout, poli mais visiblement âgé. Je l'ai tenue à la lumière. Je ne suis pas revenu pour me venger, ai-je dit, croisant son regard. Je suis venu clore quelque chose pour avoir la paix. Les yeux d'Isolda se sont plissés. C'est la clé de son coffre-fort? Je n'ai toujours pas répondu. Je me suis dirigé vers la commode et j'ai posé la clé dessus, comme si je déposais une vérité que j'en avais fini de cacher. Isolda se tenait là, immobile, mais je pouvais le voir. Sa main s'est resserrée autour du pied de son verre de vin, sa mâchoire s'est contractée. Je n'avais pas besoin de dire un mot de plus. Je suis passé devant elle et suis retourné dans le couloir. Et c'est là que maman attendait. Elle se tenait raide près du placard à linge, les bras croisés, de la même manière qu'elle attendait quand je ne respectais pas le couvre-feu à l'adolescence. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas d'un appel manqué. Il s'agissait de contrôle, de mémoire, et de ce qu'ils avaient enterré. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle dit, la voix basse, tendue. Je me suis arrêté. Faire quoi? La déterrer. Réécrire ce qui a déjà été fait. J'ai étudié son visage. Les rides autour de sa bouche étaient plus profondes maintenant, mais ces yeux qui me bordaient autrefois avec des berceuses étaient froids. Pas haineux, juste vides. Je ne réécris rien, ai-je dit doucement. Je m'assure simplement que ce qui a été enterré revienne à la lumière. Elle a tressailli. Peut-être pas physiquement, mais quelque chose en elle a reculé comme si la vérité avait touché un air qu'elle pensait mort depuis longtemps. Elle était vieille. Elle ne pensait pas clairement, a chuchoté maman. Elle était confuse à la fin. J'ai incliné la tête. Assez confuse pour me laisser la clé, les codes, ces lettres? Lettres. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence parler pour moi. Pour une fois, elle n'avait plus rien à dire. Et alors je suis passé devant elle, devant la chambre d'amis, devant le portrait de famille encadré qui ne m'incluait toujours pas, même si j'étais juste là le jour où il a été pris. Derrière l'appareil photo, bien sûr. De retour en bas, par la cuisine, par la porte de derrière. Le froid m'a frappé comme une vérité que j'avais toujours connue. Tranchante, nette, indéniable. J'ai traversé la pelouse et me suis tenu près du vieil arbre dans le coin. La balançoire que grand-mère avait construite était toujours là, bien que la corde ait semblé plus neuve. Peut-être que quelqu'un l'avait remplacée. Peut-être pas. Je me suis assise dessus lentement, laissant le bois grincer sous moi comme il le faisait quand elle me poussait enfant. Plus haut, câline, riait elle. Atteins les étoiles. J'ai levé les yeux. Le ciel était clair. Des dizaines d'étoiles scintillaient comme de minuscules secrets. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le message vocal qu'elle m'avait laissé l'hiver avant sa mort. Je ne l'avais pas écouté depuis des années, mais ce soir, j'avais plus besoin de sa voix que de l'air. Câline, disait-elle, douce et chaleureuse. Tu m'as toujours dit que les étoiles te montreraient la vérité. Je crois que je la vois maintenant. Et moi aussi. J'ai chuchoté ces mots dans l'air calme alors que le matin froid s'installait sur les toits. Je n'avais pas dormi, pas vraiment. Je suis resté sur la vieille balançoire dans le jardin jusqu'à ce que le ciel prenne cette teinte orange pâle qui n'apparaît que juste avant que le soleil ne se lève sur les maisons fatiguées et les cœurs plus lourds. À 8h15, je conduisais le long des rues bordées d'arbres de Monrovia, en Californie, la fenêtre entr'ouverte juste assez pour sentir l'air vif sur mon visage. Le centre commercial dans lequel je me suis garé n'avait rien de spécial. Des enseignes délavées, des places de parking vides et une boutique de beignets qui semblait ne pas avoir mis à jour son menu depuis 1994. Là, en lettres bleues ternes sur une porte en verre dépoli, Tobias Fields, droit de la famille. J'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer. La salle d'attente était calme. Pas de réceptionniste, juste le faible bourdonnement d'un vieux ventilateur de sol et l'odeur de nettoyant au citron accroché au fauteuil en simili-cuir. Quelques magazines étaient soigneusement disposés sur la table basse, intacte. Puis, depuis le couloir, une voix douce a appelé, « Câline ». Je me suis retourné et je l'ai vue. Tante Milly. Je l'ai à peine reconnue au début. Elle ressemblait à l'ombre de la femme de mes souvenirs, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, un peu tristes, et beaucoup trop observateurs. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, » a-t-elle dit, offrant un sourire fatigué. « Mais je suis contente que tu l'aies fait. »
Elle m'a conduite dans un petit bureau où les stores étaient à moitié baissés et où des piles de vieux dossiers s'appuyaient comme des briques fatiguées le long du mur. Un homme d'une 60aine d'années, Monsieur Tobias, je présume, m'a salué poliment de la tête mais n'a pas parlé. Millie a fermé doucement la porte derrière nous. Elle m'a fait promettre de ne pas venir à l'enterrement, a chuchoté Millie, la voix basse comme une confession. Mais elle m'a aussi fait promettre de te donner ça. Elle a fouillé dans son grand sac à main et en a sorti une enveloppe épaisse, jaunie sur les bords. Mon nom était écrit dessus de l'écriture distincte de grand-mère. Mes doigts ont hésité avant que je ne la prenne. Pour Kaline, et seulement pour elle. Elle semblait plus lourde que du papier ne devrait l'être. J'ai regardé Millie, qui a simplement hoché la tête. Monsieur Tobias s'est raclé la gorge. Elle est venue il y a un an, seule. Elle nous a dit exactement ce qu'elle voulait. Nous avons tout notarié. Tout est légal. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une petite pile de papier, un testament d'apparence officielle avec des sceaux et des tampons, une lettre manuscrite pliée en 3, et une photo granuleuse qui m'a coupé le souffle. C'était nous trois grand-mères, Millie et moi assises sur un porche que je n'arrivais pas tout à fait à situer. Nous rions toutes. Ma tête était renversée en arrière, la main de Millie sur mon épaule, et les yeux de grand-mère plissés au soleil. Nous avions l'air heureuses, vraies, comme une famille. J'ai déplié la lettre. Ma Kaline. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti avant d'avoir pu te dire au revoir correctement. Je n'ai jamais été doué pour partir en douceur. Mais toi, tu es resté à travers la maladie, les repas froids, les visites interminables chez le médecin. Ils sont venus pour mes affaires, pas pour mon cœur. Mais toi, tu as donné le tien librement. J'ai réécrit mon testament. Tout est à toi maintenant. La maison, le terrain dans le Montana, les économies. Je sais que cela causera des problèmes. Mais tu es forte. Tu l'as toujours été. Même quand ils te faisaient sentir comme de la poussière sous leurs chaussures. Garde cette photo. C'est ma préférée. Je t'aime plus qu'ils n'ont jamais pris la peine de le demander. Avec tout mon amour, grand-mère. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que c'était comme si, pour la première fois, quelqu'un me voyait et disait, « Tu es suffisante ». La pièce était silencieuse alors que je finissais de lire. Monsieur Tobias s'est levé, s'est de nouveau raclé la gorge et s'est dirigé vers un classeur. Il a commencé à sortir les formulaires nécessaires, mais j'ai à peine enregistré ses mouvements. Je fixais encore l'écriture de grand-mère, laissant le poids de ces mots s'installer dans le vide que je n'avais pas réalisé que je portais depuis des années. Tu devrais savoir, a dit Millie doucement. Ta mère contestera cela. Elle peut essayer, ai-je répondu, pliant la lettre et la remettant dans l'enveloppe. Mais cette fois, j'ai apporté mon propre feu. Millie a esquissé un petit sourire, quelque chose entre le chagrin et la fierté. Alors que nous sortions du bureau, le soleil du matin m'a frappé le visage. Il était chaud maintenant, comme si le monde avait légèrement basculé en ma faveur. Je me suis assise dans ma voiture, les mains posées sur le volant. Mon téléphone a vibré. Un message d'Isolda. Maman te cherche. Elle dit que tu as laissé quelque chose d'important. J'ai fixé le texto un long moment, puis je l'ai supprimé. Je n'avais rien laissé derrière moi. Plus maintenant. J'ai démarré le moteur, suis sorti du parking et me suis engagé sur la route pour retourner à la maison. Il était temps d'y retourner, mais pas en tant qu'invité. Cette fois, en tant que propriétaire. Au moment où je suis retourné dans notre rue, le ciel avait complètement basculé dans le crépuscule. La lumière lavande pâle s'était transformée en des pourpres plus profonds, et les silhouettes nettes des oliviers de nos voisins projetaient de longues ombres sur le trottoir. Je n'avais pas conduit sur cette route depuis des mois. D'une manière ou d'une autre, je me souvenais de chaque fissure dans le bitume. Je me suis garé le long du trottoir, pas dans l'allée. Cette place avait toujours été réservée à la famille, comme maman aimait à le dire. Alors que je sortais et fermais la portière derrière moi, j'ai aperçu un mouvement à travers la fenêtre de devant. Les jambes d'Isolda étendues sur le canapé. Papa affalé dans son fauteuil habituel. Je n'ai pas sonné. J'ai frappé 2 fois. Pas un petit coup timide, un son délibéré. Quelques instants passèrent, puis j'ai entendu le familier bruit de pantoufles sur le carrelage, suivi du léger cliquetis de glaçons dans un verre. Maman a ouvert la porte, un verre de vin à la main, vêtue d'une robe de chambre en soie trop vive pour l'heure.
Elle m'a regardé comme si j'étais arrivé avec un seau de pluie. Tu as oublié quelque chose? A-t-elle demandé froidement. Je ne suis pas encore entré. Non. Je suis ici pour réclamer quelque chose. Ses sourcils se sont légèrement levés, puis se sont abaissés en une ligne tendue et polie. Ah oui? Elle s'est écartée sans un autre mot. Je suis entré dans le couloir qui sentait légèrement l'huile de citron et l'attention. Les mêmes faux sourires des vieux portraits de famille me fixaient depuis le mur. Papa était à mi-chemin d'un sac de bretzel, regardant la rediffusion d'un match de football universitaire d'il y a une semaine. Il n'a même pas levé les yeux. Isolda était sur le canapé sectionnel, les jambes croisées, faisant défiler son téléphone. Ses chaussures étaient sur la table basse, chose pour laquelle on me grondait quand j'étais enfant. Je suis passé devant eux deux, calme et stable, et j'ai posé l'enveloppe sur la table de la salle à manger à la même table où je mettais les sets de table et épluchais les pommes de terre pendant qu'il recevait la vraie famille dans la pièce voisine. Papa a finalement levé les yeux, sa voix bourrue. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai croisé son regard calmement. Le testament de grand-mère. Le vrai. Cela a attiré leur attention. Maman a failli s'étouffer avec son vin. Isolda s'est redressée si vite que son téléphone a glissé de ses genoux et a heurté le sol avec un bruit sourd. Elle a attrapé les papiers et a commencé à lire, ses yeux s'agitant, balayant ligne après ligne. Ses mains tremblaient. Non, dit maman, sa voix soudainement aiguë, trop forte pour la maison silencieuse. Elle n'avait pas toute sa tête. Ce n'est pas valide. Tu ne peux pas simplement débarquer. C'est notarié, attesté par des témoins, et déposé chez Tobias Fields l'année dernière, ai-je dit calmement. La maison, le terrain dans le Montana, le compte d'épargne. Tout, à moi. Papa s'est levé de son fauteuil avec un grognement, la télécommande tombant sur le tapis. On s'est occupé d'elle, aboya-t-il. Tu as joué à l'infirmière quoi, 2 fois par semaine? C'est nous qui étions là, à gérer les vraies affaires. Je n'ai pas tressailli. Vous l'avez enfermée dans la chambre d'amis en prétendant que c'était des soins. Elle m'a parlé des repas froids, des médicaments manqués. Vous ne vous êtes pas occupé d'elle. Vous avez attendu. Isolda a fait un petit bruit. Mi-ricanement, mi-panique. Tu crois que ça change quelque chose? Ce n'est qu'un bout de papier. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau. Je me doutais que vous diriez ça. J'ai tapoté l'écran. La vidéo s'est lancée. Un son doux, crépitant, mais clair. La voix de maman d'abord. On va juste la maintenir à l'aise jusqu'à ce que ce soit fini. Ensuite, on pourra vendre. Puis Isolda. Rien que ce terrain dans le Montana pourrait éponger nos dettes. Et enfin, papa. Ne le dis pas à Kaline. Elle voudra une part. Le silence qui a suivi était différent de tout ce que j'avais connu dans cette maison. Ce n'était pas seulement le choc. C'était la mise à nu, le genre qui arrache la peau des secrets. Le visage de maman est devenu blême, le sang se retirant si rapidement que j'ai cru qu'elle pourrait s'évanouir. Les lèvres d'Isolda se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Papa a fait un pas en avant, puis s'est arrêté, la bouche ouverte et la mâchoire serrée. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait plus rapidement qu'avant, mais la colère dans ses yeux avait changé. Ce n'était plus de la domination. C'était de la peur. Vous ne m'avez pas seulement effacé, dis-je tranquillement, rangeant le téléphone. Vous vous êtes exposé vous-même. Personne n'a dit un mot. La télévision continuait de diffuser un match oublié, mais cela aurait pu être de la friture. J'ai ramassé le testament et l'ai remis dans l'enveloppe, j'ai regardé une dernière fois la pièce. Je ne vous mets pas dehors ce soir, dis-je, ma voix calme mais inébranlable. Je veux que vous le sentiez. Ce que ça fait de dormir dans une maison qui ne veut pas de vous. La lèvre de maman a eu un tic, mais elle n'a pas parlé. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, la main sur la poignée, et j'ai ajouté, mais demain, les serrures changent. Je suis sorti sans regarder en arrière. L'air extérieur semblait plus pur que dans mes souvenirs. C'est drôle avec les serrures. Parfois, on les change. Parfois, on les soude pour les sceller. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non par anxiété, non. J'ai dormi d'un sommeil léger parce que mon corps s'était habitué à la vigilance, des années à ignorer les affronts, à être prudente dans ma propre maison, à apprendre comment le silence pouvait frapper plus fort que les mots. À l'aube, j'étais habillé, dossier en main,
manteau boutonné et clé prête. Je me suis garé quelques maisons plus bas, non pas parce que je me cachais, mais parce que je ne voulais pas perdre une seconde à attendre qu'ils déplacent leur voiture. L'air était frais, portant encore ce calme endormi du petit matin à Pasadena. Pas de jardinier dehors, pas de voisins promenant leurs chiens, juste le crissement de mes chaussures sur l'allée et le doux bourdonnement d'une camionnette au ralenti. Le serrurier était déjà là, debout sur les marches, les bras croisés sur son sweat à capuche marine. Il m'a salué d'un signe de tête et d'un simple « C'est fait, madame. Voici le nouveau jeu de clés. » J'ai pris les clés et les remercié, puis je me suis tourné vers la porte qui restait autrefois verrouillée de l'intérieur. Elle s'est ouverte en douceur cette fois. Sans hésitation. Mes pas ont résonné contre les murs en entrant, plus fort que je ne l'attendais. Il y avait un vide étrange dans la maison maintenant. Une tension qui n'était plus la mienne. J'ai posé mon dossier sur l'îlot de la cuisine. Le comptoir avait encore cette faible odeur de citron de tous les nettoyants que maman aimait mais n'utilisait jamais elle-même. J'ai élevé la voix, calme et délibérée. Bonjour. Personne n'a répondu, mais j'ai surpris le bruissement de voix à l'étage. Le genre de chuchotements qui deviennent plus forts à mesure qu'ils essaient de rester cachés. Je ne les ai pas attendus. J'ai ouvert le dossier, sorti les lettres recommandées et les ai disposées côte à côte. 3 enveloppes, adressées et scellées. Chacune contenait un avis d'expulsion formel de 72 heures. Pas manuscrit, pas mesquin. Légal. Définitif. Juste au moment où je finissais de les disposer, j'ai entendu la porte d'entrée grincer de nouveau. « Caline » a appelé une voix. C'était Dana, l'agente immobilière que j'avais rencontrée le mois dernier. Soignée, vive, efficace. Elle est entrée, ses talons cliquant doucement contre le sol, tenant un presse-papier et une tablette. « Allez-y, lui ai-je dit. Les photos viendront plus tard. Nous commençons juste les formalités aujourd'hui. » Elle m'a jeté un regard, professionnel mais curieux, et est ressortie pour passer un appel, probablement pour organiser la mise en scène. Je n'avais pas besoin que ça ait l'air d'un foyer. J'avais juste besoin que ça ait l'air disponible. Le martèlement dans les escaliers est venu ensuite. Dileya, ma mère, a dévalé les escaliers en robe de chambre en satin, les cheveux encore en bigoudi, la fureur gravée profondément dans chaque ligne de son visage. « Tu ne peux pas faire ça !» a-t-elle crié. Je n'ai pas tressailli. C'est déjà fait. Ses yeux se sont dardés sur les papiers. Aucun juge ne laisserait faire ça. Nous avons des droits. J'ai fait glisser une copie du contrat de mise en vente signé sur l'îlot. La maison est enregistrée, mise en vente, et je n'ai plus besoin de votre permission. Elle l'a fixé comme s'il pouvait prendre feu. Derrière elle, Gordon est apparu, torse nu, les yeux rouges, respirant comme s'il avait couru un marathon. Je t'ai tout donné, a-t-il aboyé. Tu ne serais rien sans moi. Je l'ai regardé, las de cette comédie. Non, grand-mère m'a tout donné. Vous avez juste vécu sur son dos et encaissé les chèques de loyer. Il a cligné des yeux une seule fois. Mais le silence qui a suivi n'était pas une pause. C'était un effondrement. Les pas d'Isolda étaient plus doux. Elle est descendue lentement, entièrement habillée, le maquillage coulant d'avoir pleuré ou de ne pas avoir dormi. Elle serrait son téléphone comme s'il pouvait la protéger. « Ne pouvons-nous pas au moins en discuter ?» a-t-elle demandé. Sa voix semblait répétée, suppliante, mais creuse. Je me suis tourné vers elle, stable. « Discuter ? Comme vous l'avez fait quand vous avez effacé ces photos du couloir ? Ou quand vous avez porté un toast au fait d'être sans dette juste après qu'on l'ait enterré ? » Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Aucun mot n'est sorti. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau et j'ai lancé le message vocal. La voix de grand-mère, tremblante mais claire. S'ils essaient un jour de voler ce qui t'appartient, reprends-le avec dignité. Mais ne les laisse pas indemnes. La pièce s'est immobilisée. Personne n'a bougé. Pas même l'horloge qui tic-tac au-dessus du micro-ondes n'a osé interrompre sa voix. J'ai rangé le téléphone. Gordon a reculé. Dileya s'est appuyée sur le comptoir comme s'il pouvait la soutenir. Et Isolda a simplement fixé ses pieds. Je me suis dirigé vers la cheminée. Sur le manteau se trouvait un cadre photo en argent. Moi bébé. Grand-mère me tenant dans ses bras. Nous rions toutes les deux. Il n'avait pas jeté celui-là. Peut-être avait-il oublié.
Ou peut-être que ça faisait trop mal de le regarder. Je me suis agenouillé, j'ai rouvert mon dossier et j'ai sorti un autre document. Le faux testament, celui que Dileya avait soumis à l'homologation l'automne dernier, essayant de réécrire les volontés de grand-mère. Elle avait utilisé du vieux papier à en-tête, falsifié une signature qui ressemblait à peine à la vraie, et ajouté une clause qui lui remettait tout, à elle et à Isolda, parce que je n'étais pas assez stable mentalement pour gérer un héritage. Je l'ai jeté dans les flammes. Il s'est immédiatement enroulé, noircissant sur les bords, puis s'embrasse d'orange et de rouge. La fausse encre a cloqué en brûlant. L'odeur de papier roussi s'est élevée, se mélangeant à l'air parfumé aux agrumes. Personne ne m'a arrêté. Je me suis levé, j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Vous avez bâti un empire sur le silence, ai-je dit. Je ne fais que rendre le silence plus assourdissant. Ils n'ont pas répondu, et c'était la chose la plus assourdissante de toutes. Dehors, le soleil s'était levé complètement maintenant, projetant une lumière chaude à travers les fenêtres qui n'avaient pas vu la vérité depuis des années. Je me suis tourné vers Dana, qui venait de rentrer, tablette prête. Mettez-la en vente au-dessus du marché, ai-je dit. S'ils la veulent en retour, qu'ils paient le prix fort pour une fois. J'ai pris mon manteau et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Derrière moi, j'ai entendu les genoux d'Isolda heurter le sol alors qu'elle s'effondrait sur une chaise, en sanglotant. La cheminée crépitait encore derrière moi quand je suis sorti au soleil. Je n'ai pas regardé en arrière. Ni la cuisine, ni les lettres, ni le silence. La maison était à moi maintenant, mais le passé c'était un tout autre héritage que je n'avais pas fini de déballer. 2 semaines plus tard, je me tenais dans un petit espace d'art communautaire à Pasadena, un de ces bâtiments calmes qui était autrefois une église mais qui sentait maintenant la peinture fraîche et le nettoyant à l'eucalyptus. La lumière du matin se déversait à travers les vitraux, réchauffant le sol et projetant des motifs tachetés sur des rangées de tables et des murs d'exposition improvisés. Sur chaque présentoir, j'ai disposé des morceaux de la vie de grand-mère Lisa, soigneusement sélectionnés. Une photo en noir et blanc d'elle jeune fille, pieds nus sur un porche en bois en Géorgie. Un patchwork à moitié fini plié à côté. Des croquis qu'elle dessinait dans les marges de vieux programmes d'église et des visages, des fleurs, parfois juste des volutes qui se transformaient en beauté quand on prenait du recul. Ces recettes manuscrites d'une écriture en boucle. L'étiquette sous chaque objet indiquait « Lisa Bennett, invisible, muette, inoubliable ». J'étais en train d'épingler la dernière pancarte à côté d'une lettre encadrée, une qu'elle avait écrite à un refuge pour femmes mais jamais envoyée, quand j'ai entendu la porte grincer derrière moi. Kaline, a appelé une voix, douce mais certaine. Je me suis retourné pour voir tante Milly serrant un bouquet de marguerites et de mufliers du supermarché. Elle est entrée, semblant plus petite que dans mes souvenirs, bien que peut-être c'était juste la façon dont le chagrin enveloppe les gens. Elle aurait adoré ça, a dit Milly, plaçant les fleurs près de l'entrée. Je lui ai adressé un sourire fatigué. Elle est ici dans chaque cadre, dans chaque point de couture. Milly a pris une longue inspiration. Elle disait toujours, les histoires ne se perdent pas. Elles attendent juste que quelqu'un les raconte correctement. J'ai hoché la tête. Et aujourd'hui, enfin, j'étais prête à les raconter. À midi, l'espace s'était rempli lentement. Des pas silencieux, des voix basses, des yeux curieux. Certaines personnes semblaient familières de cette manière floue que les anciens voisins et les fidèles de l'église ont après 10 ans. D'autres étaient des étrangers jusqu'à ce qu'ils s'approchent des présentoirs, et que quelque chose dans leur visage s'adoucisse. Une grande femme en sweat à capuche de l'USC s'est arrêtée devant la photo de grand-mère servant de la soupe dans la cuisine de l'église. Lisa tricotait des couvertures pour le refuge. Chaque hiver, a-t-elle dit à voix haute, peut-être pour elle-même. Elle les déposait sans étiquette. Elle les laissait juste à la porte. Un homme en blouse a tenu l'un des poèmes manuscrits de grand-mère, les yeux embués. Elle a payé le premier semestre de scolarité de mon fils, a-t-il chuchoté. Elle a dit que c'était juste de l'argent trouvé. Elle n'a jamais voulu de remerciements. Et c'était là. Couche par couche, histoire par histoire, le véritable héritage de grand-mère a commencé à se dévoiler. Pas celui écrit dans des documents légaux ou des testaments amers, mais celui gravé dans la vie des gens comme de l'encre invisible qui apparaît à la lumière. J'ai senti la piqûre derrière mes yeux et j'ai cligné fort. Elle a aidé plus de gens que nous ne le saurons jamais, ai-je murmuré. Tante Milly s'est penchée à côté de moi, la voix basse. Et pourtant, ta mère l'appelait un fardeau. Disait qu'elle en avait marre de jouer les infirmières. J'ai serré la mâchoire, non pas de colère,
mais de quelque chose de plus profond. De la honte peut-être, d'avoir jamais cru, même pour un instant, qu'il voyait grand-mère clairement. Puis, juste au moment où le bourdonnement de la conversation devenait constant, c'est arrivé. La porte de la galerie s'est ouverte brusquement, et Dileya, ma mère, est entrée dans un tailleur beige comme si elle se rendait à une réunion du conseil municipal. Gordon la suivait, essayant d'avoir l'air calme, bien que les rides autour de sa bouche le trahissent. Ils ont balayé la pièce du regard, et quand leurs yeux se sont posés sur les présentoirs, leurs visages se sont assombris. C'est de la diffamation, a sifflé Dileya, ses talons claquant contre le sol en béton alors qu'elle marchait vers le mur des patchwork. Tu étales les secrets de famille en ville comme si c'était un char de parade. Je n'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Le directeur de la galerie, un grand homme en chemise de lin nommé Hugo, s'est approché avec une autorité calme. Madame, c'est une réservation privée. Les invités sont sur invitation. Dileya s'est tournée vers moi, la voix élevée. C'est ce que tu fais de ton héritage? De l'humiliation publique? J'ai croisé son regard, stable. Il ne s'agit pas de vous. Elle a de nouveau ouvert la bouche, mais avant qu'elle ne puisse riposter, une femme avec un badge de presse et un enregistreur à la main s'est placée à côté d'elle. Dileya Shah, a demandé la journaliste. Le visage de Dileya s'est figé. Gordon s'est interposé entre elles, mais trop tard. Nous enquêtons sur un faux testament déposé sous votre nom après le décès de Madame Lisa Bennett. Voulez-vous commenter cela pour le dossier? La journaliste n'a même pas scié. La peau de Dileya est devenue grise. Gordon a balbutié quelque chose sur la représentation légale, mais personne n'a écouté. Je me suis retourné vers l'exposition. Laissez le monde les regarder se tortiller. Je n'avais pas besoin de crier. Le silence et la vérité étaient assez forts. Quelques minutes plus tard, ils étaient partis. Juste comme ça, comme des ombres quand les lumières s'allument. Plus tard, alors que les derniers visiteurs finissaient de serpenter à travers les présentoirs, je me tenais près du podium, les mains posées sur un papier plié que je n'avais pas prévu de lire. Mais ensuite j'ai vu Millie hocher la tête, et quelque chose m'a dit que c'était le moment. Je me suis avancé. Ma grand-mère n'était pas bruyante. Elle ne demandait pas d'éloge. Elle n'a pas laissé de diamants ou de fonds en fiducie. Ce qu'elle a laissé était plus difficile à réclamer, mais plus riche. J'ai fait une pause, balayant les visages du regard. On l'a appelée un fardeau, une vieille femme sénile, un problème à gérer. Mais elle n'a jamais été le problème. Elle était une bâtisseuse de dignité, de résilience, de beauté dans les coins tranquilles. Certains dans la foule essuyaient déjà leurs larmes. Elle ne m'a pas laissé d'argent, ai-je dit. Elle m'a laissé une carte, une façon de vivre avec courage, même quand c'est solitaire, avec bonté, même quand c'est invisible. Tout ce que j'avais à faire était d'être assez courageuse pour la suivre. Il n'y a pas eu d'applaudissements au début, juste l'immobilité, ce silence respectueux qui tombe dans une église quand quelqu'un parle du fond du cœur. Puis lentement, les mains se sont jointes. Les applaudissements se sont répandus comme une vague, pas fort, mais plein, honnête. Alors que les gens commençaient à sortir, beaucoup se sont arrêtés pour laisser des notes sur la table près de la porte, des souvenirs, des remerciements, quelques billets pliés dans des enveloppes de dons pour le refuge local en son nom. Je suis resté en arrière, redressant les pancartes, rassemblant les papiers, et puis juste avant de partir, je me suis dirigé vers la dernière photo encadrée près de la sortie. C'était une photo prise sur le vif. Moi et grand-mère dans le jardin en train de planter des tomates avec des gants dépareillés, de la terre sur nos joues, le soleil dans nos cheveux. Nous rions, pas de quelque chose en particulier, juste ensemble. Tante Millie est venue à côté de moi et a souri. Tu lui ressembles tellement, tu sais. J'ai touché doucement le verre, mes doigts reposant sur le sourire de grand-mère. Peut-être qu'il est temps de planter à nouveau. Je suis retourné à la maison le lendemain matin avec des graines dans une poche et des citations à comparaître dans l'autre. Le soleil n'avait pas encore complètement percé, et l'air portait encore ce silence intermédiaire, comme si même le vent n'était pas sûr d'être le bienvenu. J'ai franchi discrètement le portail latéral, comme une invitée dans mon propre espace. Le jardin était envahi par la végétation, des parcelles de mauvaises herbes sèches là où les pieds de tomates atteignaient autrefois le ciel, un treillis cassé penché comme s'il avait aussi abandonné. Mais sous tout ça, je savais que la terre était encore bonne. J'ai posé mon sac sur les marches, enfilé des gants de jardinage d'une taille trop grande probablement ceux de grand-mère et me suis agenouillé au bord des anciennes plates-bandes.
Mes genoux se sont enfoncés dans la terre meuble, et je suis resté là un moment, laissant le silence m'envelopper, laissant le passé respirer à côté de moi. Puis je me suis mis au travail. J'ai d'abord arraché les mauvaises herbes, pissenlits, chiendents, les tenaces stolons de menthe qu'elle n'avait jamais plantées mais qu'elle laissait toujours pousser. J'ai retourné la terre avec une petite pelle à main, la même qu'elle utilisait, usée sur le bord comme un croissant de lune. Et puis j'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti la petite enveloppe en papier. Dernier été de Lisa, était-il écrit de sa main. À l'intérieur se trouvaient des graines de tomates anciennes, sèches et plates mais encore pleines de promesses. Je les ai déposées doucement dans le sol une par une, les ai recouvertes, j'ai tassé la terre, puis j'ai murmuré, nous revoilà à la maison, grand-mère. Une brise a traversé le jardin comme une réponse. Je ne suis pas resté longtemps après ça. Juste assez pour rincer la terre de mes mains, enfiler un tailleur pantalon gris, et prendre le dossier que j'avais constitué pendant des mois. Photos, lettres, fichiers audio, documents notariés et toutes les choses qu'ils avaient essayé de cacher. Toutes les choses qui n'étaient jamais censées voir la lumière. À 10 heures, j'étais en ville, assise à une longue table dans une salle d'audience qui semblait à la fois plus froide et plus petite que je ne l'imaginais. Le genre d'endroit où tout résonne, même les pensées. Mon avocat, Maître Durand, était assis à ma droite, calme et préparé. Il ressemblait plus à un bibliothécaire qu'à un avocat à lunettes cerclées de fils de fer, cravate bleu marine, voix douce mais je lui faisais plus confiance qu'à quiconque dans cette pièce. En face de moi, Dileya, Gordon et Isolda ont pris place. Si la culpabilité avait une couleur, ils la portaient comme une peau. Leurs mouvements étaient rigides, leurs yeux creusés, leurs lèvres pincées. La juge, une femme âgée à la mâchoire sévère et qui n'avait pas de temps pour le théâtre, a commencé sans grand préambule. La cour a examiné les preuves vidéo soumises, les enregistrements audio, et les 2 versions du testament, a-t-elle dit, sa voix résonnant légèrement. Il y a une preuve claire et convaincante que le second document a été falsifié. Dileya s'est raidi. Gordon a cligné des yeux fortement. Isolda a croisé les bras comme pour se replier sur elle-même, loin du désordre. Maître Durand s'est levé. Nous avons également documenté des transferts de fonds des comptes personnels de Madame Bennett vers des comptes gérés par sa fille et son gendre sur une période de 8 ans, totalisant 216 000 $. Il a fait une pause, puis a ajouté doucement, sans consentement écrit, sans accord financier, et sans remboursement. Dileya s'est levée d'un bond de son siège. Elle perdait la tête. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. La juge a levé une main, mais je n'ai pas attendu. Je me suis retourné, j'ai croisé le regard de Dileya, et j'ai parlé clairement. Elle se souvenait de tout, y compris de qui lui avait brisé le cœur. Dileya n'a pas répondu. Elle s'est juste assise lentement, presque comme si quelque chose dans sa colonne vertébrale avait finalement cédé. 1 heure s'est écoulée en formalité. Pièce à conviction enregistrée, déclaration lue, objection soulevée et rejetée, mais la vérité était déjà gravée dans la pièce. Il n'y avait plus rien à tordre. Puis est venu le verdict. Le testament falsifié et par la présente annulé, a déclaré la juge. Mademoiselle Kalin Shaw est confirmée comme la propriétaire légitime de la succession et l'unique bénéficiaire de la fiducie originale telle que soumise par le conseil juridique et vérifiée par Monsieur Lionel Matt. Je me suis tourné vers le fond de la salle, et il était là, Monsieur Matt, l'ancien avocat de grand-mère, barbe blanche, canne posée à côté de sa jambe, et un petit signe de tête entendu dans ma direction. La juge a continué, Monsieur Gordon Keller et Madame Dileya Shaw sont condamnés à payer une restitution d'un montant de 216 000 $ ajusté pour les intérêts. De plus, des ordonnances de non-communication permanente seront émises avec effet immédiat. Le son du marteau qui tombait était sec et définitif. Le hoquet de Dileya était audible. Gordon a laissé échapper un murmure. Cela n'était pas censé se produire. Mais c'est arrivé. Et j'étais toujours debout. Alors que la salle d'audience se vidait, ils sont partis rapidement, comme de la fumée après un incendie. Personne ne m'a regardé dans les yeux. Je ne me suis pas pressé. J'ai rassemblé mes documents, remercié Maître Durand, et suis sorti. Le ciel avait changé pendant que nous étions à l'intérieur. Les nuages étaient plus fins maintenant, étirés comme de la gaze. La lumière était de nouveau chaude. J'ai conduit lentement vers la maison, à travers des rues où j'avais marché enfant, passant devant des lieux qui portaient encore les fantômes de disputes, de dîners du dimanche et de promesses jamais tenues. De retour à la maison, je suis resté un long moment devant la porte. La vieille poignée pendait toujours de travers à la serrure,
cuivrée et lâche comme si elle n'appartenait plus. J'ai sorti le nouveau jeu de clés. Il s'est encliqueté facilement. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste fermée comme on tourne une page. À l'étage, j'ai placé la décision du tribunal à côté du journal de grand-mère, celui que je n'avais pas osé ouvrir depuis la nuit où je l'avais trouvé dans le coffre en cèdre. Mais maintenant, je l'ai fait. La dernière entrée était écrite à l'encre pâle, celle qui traverse le temps. Caline est une lumière dans un long tunnel. J'espère seulement que le monde sera gentil avec elle quand je ne serai plus là. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste tenue. Je l'ai laissée reposer dans l'air. Le soleil a baissé alors que je me tenais près de la fenêtre. Dans le jardin où j'avais pressé la terre ce matin-là, je l'ai vue. Une petite pousse verte qui venait de percer. Une seule pousse de tomate. Juste une. Mais c'était suffisant. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Demain, je déciderai quoi faire du terrain dans le Montana. Je pensais que l'histoire se terminait au tribunal. Mais la justice, la vraie justice, a des racines. Cet après-midi-là, j'étais de retour à la maison, debout devant l'évier de la cuisine, rinçant la terre de mes doigts. La lumière entrait par la fenêtre de la cuisine, plus douce que d'habitude, filtrée par le vieux rideau en dentelle que grand-mère avait toujours insisté pour garder. Pendant un moment, je suis resté là, l'eau coulant, le cœur immobile. Je n'étais pas sûr de ce qui m'a attiré vers la cheminée. Peut-être était-ce une brise, ou le souvenir d'elle assise dans ce vieux fauteuil près du foyer avec une tasse de thé à la main et des secrets dans les yeux. J'ai passé la main le long de la maçonnerie comme je l'avais fait 1000 fois enfant, à la recherche de portes de fée. Mais cette fois, quelque chose a bougé, un léger déclic, à peine audible. Une brique, légèrement desserrée. Je l'ai tirée délicatement vers l'avant. Derrière, il y avait une petite enveloppe manille, jaunie par le temps et scellée avec une goutte de cire rouge. Sur le devant, écrit de la main en boucle de grand-mère Lisa, les mots, pour Caline, quand ils seront partis. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. Je me suis assise à la table, les doigts tremblant légèrement en brisant le seau. À l'intérieur se trouvaient deux choses, une lettre pliée et quelque chose de petit, dur et métallique enveloppé dans un vieux mouchoir. J'ai d'abord ouvert la lettre. Ma Caline. Si tu lis ceci, cela signifie que la vérité a éclaté. Et tu es resté debout quand le poids a essayé de t'écraser. J'ai toujours su que tu serais la graine qui percerait le béton. Il disait que tu étais trop douce, trop silencieuse, mais j'ai vu en toi une force comme je voyais les racines pousser à travers les trottoirs. Constante, silencieuse, imparable. J'ai laissé quelque chose derrière moi. Pas seulement de l'argent, pas seulement des terres. Mais quelque chose que je ne pouvais pas donner de mon vivant. Je devais attendre que tu te vois comme je t'ai toujours vu. Va le trouver. C'est à toi. Je n'ai pas réalisé que je pleurais avant que l'encre de la lettre ne se brouille sous une larme. Je me suis doucement essuyé le visage avec le même mouchoir que j'avais déroulé de l'objet métallique. Et puis j'ai regardé ce qu'elle m'avait laissé d'autre. Une clé rouillée. Et en dessous, glissé dans le coin de l'enveloppe, se trouvait un titre de propriété avec des coordonnées indiquant le Montana. J'ai réservé un vol ce soir-là. 2 jours plus tard, je me tenais au bord de la propriété de 10 acres dans le Montana rural. L'air sentait les aiguilles de pin et la terre propre, et le vent portait le silence que l'on ne trouve que dans les endroits épargnés par le bruit. Au centre du terrain se trouvait un hangar de stockage usé par les intempéries avec une plaque en laiton au-dessus de la porte qui disait le coffre de Lisa. La clé s'ajustait parfaitement. La serrure a cédé avec un soupir métallique et bruyant. À l'intérieur, l'air était sec et frais. Des boîtes alignées sur les murs, soigneusement étiquetées de l'écriture de grand-mère, Paris 1963, dossier juridique 1982, ne pas toucher sauf si tu es Caline. Cette dernière m'a fait sourire à travers une vague d'émotion. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une collection de bijoux préservés, des pièces vintage enveloppées dans des pochettes en soie, et en dessous, un dossier accordéon avec des documents. Mes yeux se sont écarquillés en les parcourant. Des comptes diversifiés, des titres de propriété, des obligations de grande valeur, le tout totalisé. Plus de 3,1 millions de dollars, tranquillement épargnés. Personne n'avait su, pas même la famille. Et puis je l'ai trouvé. Une seule boîte en velours noir, lourde dans la paume de ma main. Elle n'était pas étiquetée comme les autres, juste une petite carte glissée sous le ruban qui disait « Pour ta propre main, pas celle de quelqu'un d'autre ». Je l'ai ouverte lentement.
À l'intérieur se trouvait une bague en diamant, taille ovale, monture vintage, élégante et incroyablement brillante. Je l'avais vue une fois auparavant, il y a des années, dans un magazine d'art. C'était l'une des 5 jamais fabriquées, valant près de 70 millions de dollars. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce n'était pas le diamant. C'était la note pliée sous le couvercle. Laisse-les la voir quand ils se moqueront de toi. Mais toi seul sais que sa valeur n'est pas en carats. Elle réside dans ce que tu as porté pour la mériter. Je n'ai rien dit à voix haute au début. Je suis resté là, le cœur battant, tenant cette boîte comme si elle était faite de lumière. Puis j'ai chuchoté, merci de m'avoir fait confiance quand personne d'autre ne le faisait. J'ai glissé la bague à mon doigt. Elle allait parfaitement. Cette nuit-là, je ne suis pas allé à l'hôtel. Je suis resté sur la propriété, enveloppé dans une couverture en flanelle sous les étoiles. Il n'y avait pas de réseau, pas d'internet, juste moi, les grillons, et le poids d'un amour que je n'ai jamais pu remercier pleinement de son vivant, mais que je sentais dans chaque souffle de cet air de montagne. Quand je suis retourné à Pasadena, c'était en fin d'après-midi. La maison m'a accueilli tranquillement. J'ai laissé ma valise à l'entrée et je me suis dirigé vers la chambre d'amis, l'ancien espace de grand-mère. Elle était restée intacte pendant des années. Mais maintenant, j'ai fait le lit avec des draps blancs et doux, j'ai posé l'une de ces courtes pointes brodées du mot respire au bout du lit, et j'ai placé un livre sur la table de chevet, un des siens, pages usées, notes dans les marges. Je l'ai imaginé souriant à ce choix. Dehors, le potager de tomates reprenait vie. De minuscules tiges vertes poussant vers le ciel, des feuilles se déployant comme de petits drapeaux de victoire. Je me suis accroupi à côté d'elle et j'ai passé mes doigts sur la terre. Toujours douce, toujours bonne. Je ne savais pas encore si je vendrais la maison ou si je resterais. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai versé une tasse de tisane à la camomille, tout comme grand-mère le faisait, et je me suis tenu près de la fenêtre. Le vent se déplaçait dans le jardin en vagues lentes, pliant les feuilles juste assez pour les faire scintiller. La lumière a frappé la bague à ma main, projetant de discrets éclats sur le plancher. Je l'ai touchée doucement, non pas pour l'argent ou le statut, mais pour le souvenir, pour les racines d'où je venais, pour la paix que j'avais finalement gagnée. La justice n'avait pas crié. Elle n'avait pas hurlé. Elle avait chuchoté, comme le font les racines sous la surface. Constante, patiente, invisible jusqu'à ce qu'elle perce. Parfois, la chose la plus précieuse que l'on puisse porter est de savoir que l'on n'a jamais été ce qu'il disait que l'on était. Je pensais que l'histoire se terminait au tribunal. Mais la justice, la vraie justice, a des racines. Cet après-midi-là, j'étais de retour à la maison, debout devant l'évier de la cuisine, me rinçant la terre des doigts. La lumière entrait par la fenêtre de la cuisine, plus douce que d'habitude, filtrée par le vieux rideau de dentelle que grand-mère avait toujours insisté pour garder. Pendant un instant, je suis juste resté là, l'eau coulant, le cœur immobile. Je n'étais pas sûr de ce qui m'a attiré vers la cheminée. Peut-être était-ce une brise, ou le souvenir d'elle assise dans ce vieux fauteuil près de l'âtre, une tasse de thé à la main et des secrets dans les yeux. J'ai passé la main le long de la maçonnerie comme je l'avais fait 1000 fois enfant, à la recherche de portes de fées. Mais cette fois, quelque chose a bougé, un léger déclic, à peine audible. Une brique, légèrement desserrée. Je l'ai tirée délicatement vers l'avant. Derrière, il y avait une petite enveloppe manille, jaunie par le temps et scellée d'une goutte de cire rouge. Sur le devant, écrit de l'écriture en boucle de grand-mère Lisa, se trouvaient les mots, pour Caline, quand ils seront partis. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. Je me suis assise à la table, les doigts tremblant légèrement tandis que je brisais le seau. À l'intérieur se trouvaient 2 choses, une lettre pliée et quelque chose de petit, dur et métallique enveloppé dans un vieux mouchoir. J'ai d'abord ouvert la lettre. Ma Caline. Si tu lis ceci, cela signifie que la vérité a éclaté. Et tu es resté debout quand le poids a essayé de t'écraser. J'ai toujours su que tu serais la graine qui percerait le béton. Il disait que tu étais trop douce, trop silencieuse, mais j'ai vu en toi une force, de la même façon que j'ai vu les racines percer les trottoirs. Constante, silencieuse, imparable. J'ai laissé quelque chose derrière moi. Pas seulement de l'argent, pas seulement des terres. Mais quelque chose que je ne pouvais pas donner de mon vivant. Je devais attendre que tu te vois comme je t'ai toujours vu. Va le trouver. C'est à toi. Je n'ai réalisé que je pleurais que lorsque l'encre sur la lettre s'est brouillée sous une larme.
Je me suis doucement essuyé le visage avec le même mouchoir que j'avais déroulé de l'objet métallique. Et puis j'ai regardé ce qu'elle m'avait laissé d'autre. Une clé rouillée. Et en dessous, glissé dans le coin de l'enveloppe, se trouvait un acte de propriété avec des coordonnées indiquant le Montana. J'ai réservé un vol ce soir-là. 2 jours plus tard, je me tenais au bord de la propriété de 10 acres dans le Montana rural. L'air sentait les aiguilles de pin et la terre propre, et le vent portait ce silence que l'on ne trouve que dans les endroits épargnés par le bruit. Au centre du terrain se trouvait un hangar de stockage usé par les intempéries avec une plaque en laiton au-dessus de la porte sur laquelle on pouvait lire le coffre de Lisa. La clé s'ajustait parfaitement. La serrure a cédé avec un soupir métallique et bruyant. À l'intérieur, l'air était sec et frais. Des boîtes s'alignaient le long des murs, soigneusement étiquetées de l'écriture de grand-mère, Paris 1963, dossier juridique 1982, ne pas toucher sauf si tu es câline. Cette dernière m'a fait sourire à travers une vague d'émotion. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une collection de bijoux préservés, des pièces vintage enveloppées dans des pochettes en soie, et en dessous, un dossier accordéon contenant des documents. Mes yeux se sont écarquillés en les feuilletant. Comptes diversifiés, titres de propriété, obligations de grande valeur, le tout totalisé. Plus de 3,1 millions de dollars, tranquillement épargnés. Personne n'avait su, pas même la famille. Et puis je l'ai trouvée. Une unique boîte de velours noir, lourde dans ma paume. Elle n'était pas étiquetée comme les autres, juste une petite carte glissée sous le ruban sur laquelle on pouvait lire, pour ta propre main, pas celle de quelqu'un d'autre. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant, taille ovale, monture vintage, élégante et d'une brillance impossible. Je l'avais déjà vue une fois, il y a des années, dans un magazine d'art. C'était l'une des 5 jamais fabriquées, d'une valeur de près de 70 millions de dollars. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce n'était pas le diamant. C'était la note pliée sous le couvercle. Laisse-les la voir quand ils se moqueront de toi. Mais toi seul sais que sa valeur n'est pas en carats. Elle réside dans ce que tu as porté pour la mériter. Je n'ai rien dit à voix haute au début. Je suis juste resté là, le cœur battant, tenant cette boîte comme si elle était faite de lumière. Puis j'ai chuchoté, merci de m'avoir fait confiance quand personne d'autre ne le faisait. J'ai glissé la bague à mon doigt. Elle allait parfaitement. Cette nuit-là, je ne suis pas allé à l'hôtel. Je suis resté sur la propriété, enveloppé dans une couverture de flanelle sous les étoiles. Il n'y avait pas de réseau, pas d'internet, juste moi, les grillons, et le poids d'un amour que je n'ai jamais pu remercier pleinement de son vivant, mais que je sentais dans chaque bouffée de cet air de montagne. Quand je suis retourné à Pasadena, c'était en fin d'après-midi. La maison m'a accueilli tranquillement. J'ai laissé ma valise à l'entrée et j'ai erré jusqu'à la chambre d'amis, l'ancien espace de grand-mère. Elle était restée intacte pendant des années. Mais maintenant, j'ai fait le lit avec des draps blancs et doux, j'ai posé l'une de ces courtes pointes brodées du mot respire au bout du lit, et j'ai placé un livre sur la table de chevet, un des siens, pages usées, notes dans les marges. Je l'ai imaginé souriant à ce choix. Dehors, le potager de tomates reprenait vie. De minuscules tiges vertes poussant vers le ciel, des feuilles se déployant comme de petits drapeaux de victoire. Je me suis accroupi à côté d'elle et j'ai passé mes doigts sur la terre. Toujours douce, toujours bonne. Je ne savais pas encore si je vendrais la maison ou si je resterais. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai versé une tasse de tisane à la camomille, tout comme grand-mère le faisait, et je me suis tenu près de la fenêtre. Le vent se déplaçait dans le jardin en vagues lentes, pliant les feuilles juste assez pour les faire scintiller. La lumière a frappé la bague à ma main, projetant de discrets éclats sur le plancher. Je l'ai touchée doucement, non pas pour l'argent ou le statut, mais pour le souvenir, pour les racines d'où je venais, pour la paix que j'avais finalement gagnée. La justice n'avait pas crié. Elle n'avait pas hurlé. Elle avait chuchoté, comme le font les racines sous la surface. Constante, patiente, invisible jusqu'à ce qu'elle perce. Parfois, la chose la plus précieuse que l'on puisse porter est de savoir que l'on n'a jamais été ce qu'il disait que l'on était.